Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir à l'école des mines d'Albi pour cette... alors, je vais dire une bêtise. Sixième pépite, sixième séquence de ce qu'on appelle les pépites, c'est-à-dire, je le rappelle, que c'est mis en place sur la base de discussions de couloir qui quelquefois sont à l'origine de très très bonnes idées. Le fait que c'est la sixième, ça suffit à démontrer que c'était une bonne idée, parce que quand on a lancé ça, on s'est dit il nous faut au moins 2 volontaires, parce que sinon, quelque part, peut-être qu'on part vers un inconnu et quelque chose qui sera difficile à faire valoir au titre de ce que nous souhaitons créer en termes de dynamique, de communication, de faire savoir autour de l'école des mines d'Albi. Donc on nous a dit il y a des pépites, voire des mines d'or dans cet établissement, quelquefois à quelques dizaines de mètres du bureau des uns et des autres, et puis on ne le sait pas. Et donc on a dit oui, c'est une bonne idée, mais en même temps, on a autour de chacun des sujets dans l'établissement un petit nombre de happy few connaisseurs des sujets, et qui, eux, du reste, sont en général parfaitement au courant. Donc l'idée, c'est non seulement de faire parler nos collègues de leurs activités, mais également d'en parler en des termes qui permettent de s'ouvrir, quitte à sacrifier au passage une petite partie des aspects les plus scientifiques, les plus abstraits, les plus complexes peut-être des thématiques qui sont présentées, mais en tout état de cause, pour faire savoir de quoi on parle au fond au sein de nos laboratoires, faire savoir ce que sont les sujets, la nature des compétences qui existent dans notre établissement, et puis derrière, eh bien de montrer quel en est le lien potentiel avec la valorisation, notamment à destination de la sphère économique, puisque c'est un des objectifs de l'école des mines d'Albi. Voilà ce que sont les pépites. Alors, je remercie Vincent Aimé d'avoir accepté d'ajouter son nom à la liste qui commence à devenir significative maintenant des personnes qui font cet effort, et il faut le souligner quand même, c'est-à-dire pour parler de ce que l'on fait de sa science avec un vocabulaire dont on s'efforce de l'ouvrir au plus grand nombre. Ça demande plus de travail que de présenter un exposé à une conférence classique, donc je tiens à le saluer, et je voulais vous en remercier. Et puis c'est pas pour vous mettre la pression, mais ce que je voulais dire aussi au moment de cette ouverture et de ce moment d'accueil, c'est que vous n'êtes pas le premier astrophysicien à prendre la parole dans cet amphi. La dernière fois, c'était sur une conférence qui était intitulée Cosmos et créativité. C'était le mercredi 1er décembre 2010. Et la personne qui parlait, c'est un certain dénommé Hubert Reeves, bien connu par son charisme, son éloquence, la qualité de ce qu'il faisait. Donc vous voyez que la barre a été mise très très haut, mais c'est en toute confiance qu'on vous laisse la parole maintenant et qu'on vous souhaite d'apprécier ce beau moment, et nous nous réjouissons donc de ce que vous avez voulu faire. Grand merci, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Oui, effectivement. Passer après Hubert Reeves, ça fait quelque chose. Alors. Bon, je vais commencer sans la présentation. Ça y est, c'est bon. Je suis Vincent Aimé, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je travaille depuis quelques mois au centre Rhapsody, à l'école des mines, avec Mouna El Afi notamment. Au cours des 10 dernières années, j'ai effectué un certain nombre de contrats dans divers laboratoires, ayant tous trait à la modélisation des transferts radiatifs. Et donc je vais pouvoir vous parler de la démarche mise en place. Ben voilà, ça marche pas. La démarche utilisée qui est très similaire dans tous les cas, et des applications à ces divers domaines. Voilà. Alors, je vais brièvement faire une introduction sur le phénomène de transfert radiatif. J'ai parlé de rayonnement électromagnétique. Je vais essayer de ne pas
tomber dans le travers d'un cours, j'ai essayé de ne pas mettre d'équation. Ensuite, je parlerai un peu plus longuement des domaines d'application. Ça fonctionne ? Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a des interférences avec les micro-pupitres, donc on est en train de les faire couper. Ah bon, d'accord. Okay. Ça a l'air de fonctionner. Allez vers du vieux, il y avait un écho. D'accord. Je parlerai des domaines d'application, donc en sciences, là où on a besoin de modélisation du transfert radiatif. Je parlerai enfin de la modélisation en elle-même, de toute la chaîne de modélisation, et je donnerai quelques exemples sur les domaines que j'ai abordés. Et voilà. Alors, quand on pense au rayonnement électromagnétique, la première idée qui peut venir en tête, c'est la lumière naturelle émise par le Soleil et qui arrive au niveau du sol. Alors, je vous ai mis une image d'un arc-en-ciel, là, pour montrer le phénomène de décomposition de la lumière naturelle en ses différentes couleurs. Alors, sans rentrer trop dans le détail de la physique de l'émission de rayonnement électromagnétique, je préciserai juste brièvement que lors de l'émission de quanta d'énergie, de photons, par les atomes ou les molécules, ces photons sont caractérisés par leur énergie, ou leur fréquence, ou leur longueur d'onde. En fait, c'est trois façons de dire la même chose. J'ai choisi dans cette présentation de parler uniquement de longueur d'onde pour faciliter les choses. Donc la longueur d'onde, c'est vraiment physiquement la longueur qui sépare deux pics ou creux successifs de l'onde qui caractérisent voilà, l'onde associée au quanta d'énergie. Alors, ce genre d'expérience est assez facile à faire, soit en milieu naturel avec un nuage d'eau et une étoile, soit avec de la lumière naturelle et un prisme en laboratoire. Et ce qu'on a envie de faire sur la lumière naturelle, c'est mesurer la quantité de photons qui vont arriver à chaque instant sur un détecteur, par exemple. Voilà. Alors, je le précise tout de suite. Cette grandeur, c'est la luminance. C'est vraiment ce que voient nos yeux et ce que... alors, nos yeux, par contre, voient différentes couleurs. Et ce que notre cerveau interprète comme la couleur, c'est en physique la longueur d'onde. Donc à chaque longueur d'onde des photons correspond une couleur. Donc ici, par exemple, j'ai représenté une mesure de la luminance dans le jaune, donc à un peu plus de 0,55 microns. Donc si on fait la mesure avec un spectromètre, on va vraiment trouver cette valeur en le pointant vers le Soleil. On peut faire cette mesure, évidemment, pour une autre couleur. Ici, pour le vert, à un peu plus de 0,5 microns. Et on peut, de la même façon, faire la même mesure pour chaque couleur du spectre lumineux. Et on va trouver des choses comme ça. Et si on fait la mesure, cette fois-ci à très haute résolution spectrale, on va trouver une courbe comme ça, où viennent se mettre tous les points. Donc si j'enlève ça, voilà, on a le spectre d'émission du Soleil. Alors là, c'est vraiment des mesures, hein, c'est vraiment des choses qui sont mesurées, c'est pas du calcul, ça. Par contre, je l'ai représenté à plutôt basse résolution spectrale. Donc, quand on a ça, évidemment, on a tout de suite envie d'aller zoomer sur une partie du spectre pour voir ce qui se passe. Et alors, si on fait ça, voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce sont des données représentées à haute résolution. On obtient un truc immonde, comme ça, voilà. Et on va continuer à zoomer
pour voir ce qui se passe. Alors même en zoomant à ce niveau de résolution spectrale, on obtient ça, on n'a pas encore de sens vraiment sur les données. Donc je vais encore une fois me restreindre à un intervalle spectral plus réduit. Donc le voilà. Alors là on commence à voir apparaître une courbe, et sur un dernier niveau de zoom, voilà. On a une courbe qu'on peut cette fois-ci interpréter. Alors, mais par contre, pour arriver à ça, il a fallu descendre à une résolution spectrale très, très importante. Si on voulait faire le calcul cette fois-ci de cette courbe, c'est possible, hein, il y a des gens qui font ça pour les étoiles. Pour chaque point de cette courbe, chaque couleur, pour chaque point, on va avoir une émission différente. Donc, alors, si on veut la calculer, il faut d'abord être en mesure de calculer les propriétés d'absorption et d'émission du plasma qui constitue les couches supérieures du Soleil. Et le calcul de ce coefficient est très complexe parce qu'il est théoriquement la somme de la contribution de centaines de millions, de milliards de transitions énergétiques. Et donc le calcul d'un seul point de cette courbe peut demander des temps de calcul très importants. Et on a théoriquement besoin de pouvoir le calculer. Donc comme je le montrerai pour les atmosphères planétaires, on a théoriquement besoin de le calculer pour tout le spectre électromagnétique, pas juste des plages très réduites comme ça. Alors, je reprends le spectre, l'ensemble du spectre émis par le Soleil dans la plage du visible. Donc là, c'est toutes les couleurs que nos yeux peuvent voir. Et on peut se demander ce qui se passe autour, en dehors de cette plage, parce qu'il n'y a aucune raison que le Soleil n'émette pas en dehors de cette plage. Et voilà, le spectre d'émission du Soleil au complet, entre 0 et 10 microns ici. Alors c'est une échelle logarithmique sur les abscisses, donc voilà, ça donne une importance plus importante au visible, mais bon, comme ça on peut mieux se rendre compte. Donc j'ai représenté en couleur la plage du visible. Donc ça c'est toute la lumière que nos yeux peuvent percevoir, et en dehors il y a des plages noires là sur la courbe qui sont alors d'un côté à gauche tout l'ultraviolet, les hautes énergies, et ici l'infrarouge, les énergies plus basses. Alors, autant l'ultraviolet, vous en avez certainement une bonne idée. Bon, c'est un rayonnement qu'on ne peut pas voir, mais qui a des effets directs sur notre santé. L'infrarouge, on n'est pas forcément persuadé que ça existe. Alors pour ça, je vais faire une expérience en direct. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Voilà. Alors là, j'ai lancé la webcam. Donc, ça, c'est une télécommande toute bête, la télécommande de ma télé. Si j'appuie sur les boutons, on ne voit rien. D'accord ? La diode n'envoie pas de lumière dans le visible. Et j'appuie bien sur les boutons. Par contre, si je le montre à la caméra de mon ordinateur, voilà, alors c'est mieux dans le noir, mais on a bien une émission de lumière, bien qu'on ne puisse pas la voir, hein, dans le visible. Mais par contre, la caméra de l'ordinateur, voilà, la caméra de l'ordinateur voit bien quelque chose, voit bien un signal. D'accord ? Il y a une émission de flash lumineux. Donc ça, c'est une émission dans l'infrarouge, télécommande infrarouge. Voilà, donc j'arrête avec ça. Donc ça, c'est toute la plage. Donc la télécommande envoie un rayonnement ici, là, dans le proche infrarouge. Et il se trouve que les caméras de tous nos ordinateurs, téléphones, etc. sont sensibles à cette plage de longueur d'onde. Donc, elles peuvent interpréter le signal reçu
dans cette plage de longueur d'onde. Donc cette expérience, vous pouvez la refaire tous, hein, avec une télécommande et un téléphone, n'importe quoi. Alors si on passe à un autre niveau de zoom supérieur, donc là j'ai représenté toutes les longueurs d'onde entre 10-3 et 10 puissance 8 microns. Toujours sur une échelle logarithmique, hein, pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc il y a toujours le spectre d'émission du Soleil. On voit cette fois-ci que le visible représente une toute petite fraction de la plage de longueur d'onde totale. J'ai représenté les différentes plages d'intérêt. Donc tout à gauche, on a les hautes énergies. J'ai indiqué rayon X. Alors si on continue à descendre dans les longueurs d'onde, on va atteindre des énergies de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre les rayonnements ionisants comme les rayons gamma, ou encore de plus haute énergie. Mais je me suis restreint au rayon X pour qu'on puisse juste voir ce qui se passe. Ensuite, l'ultraviolet, avec le soleil qui émet dans une petite partie de la plage ultraviolet. L'infrarouge, le proche infrarouge et l'infrarouge lointain. Ensuite viennent le domaine de micro-ondes, et puis les plages consacrées à la radio, la télé, et puis les grandes ondes, enfin. Alors, j'ai mis un petit indicateur ici. C'est la fréquence de 2,4 GHz, là où tout fonctionne, en fait, toutes les communications, que ce soit nos téléphones sans fil à la maison, les téléphones portables, GSM, la 3G, 4G, bientôt la 5G, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, j'en passe. Les fours à micro-ondes, effectivement, fonctionnent aussi à cette longueur d'onde. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a mis toutes les communications là. Alors, en dehors du fait que c'est loin de la plage d'émission du Soleil, donc on n'a pas d'interférence avec la lumière, avec le rayonnement émis par l'étoile. Donc là, j'ai repris un document Wikipédia qui explique bien les choses. Donc c'est la transmittance de l'atmosphère, c'est-à-dire que lorsqu'on est à 100%, l'atmosphère est parfaitement opaque. À 0%, elle est parfaitement transparente. Alors tout à gauche, on voit le domaine des hautes énergies, et là l'atmosphère est parfaitement opaque, heureusement pour nous d'ailleurs. L'atmosphère nous protège bien de tous les rayonnements de haute énergie qui peuvent être émis par le Soleil ou les autres étoiles. Dans la plage du visible, fort heureusement la transmittance diminue, et donc coup de chance, la lumière émise par le Soleil peut arriver jusqu'au sol. Ensuite, dans l'infrarouge, les choses sont plus compliquées. Ici, là, on a une absorption partielle, et le niveau d'opacité de l'atmosphère à cette longueur d'onde dépend, est partiellement piloté par la concentration des différents gaz à effet de serre, disons. Alors, je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard. Ensuite, dans l'infrarouge lointain, on a une absorption totale. Et enfin, dans la plage des communications, on a une bonne transmission. Donc, c'est ce qui explique que là, on est à la fois loin de l'émission du Soleil et dans une plage où l'atmosphère laisse tout passer. Donc, on peut bien communiquer à grande distance sur ces fréquences. Alors, j'en ai fini avec la physique, juste, et je vais passer aux applications. Alors non, je ne vais pas vous vendre de poêle, ni de cheminée. C'est juste pour faire sentir un petit peu le concept d'échange d'énergie par rayonnement. Donc, si on se place devant une cheminée traditionnelle à foyer ouvert, il faut vraiment se mettre près du foyer pour avoir une sensation de confort, pour avoir chaud. Par contre, sur un poêle moderne, on va ressentir de la chaleur, on va ressentir vraiment une sensation de chaleur beaucoup plus importante lorsqu'on se place à la même distance. Alors ça, dans les deux cas, on va avoir une émission à la fois dans le visible et dans l'infrarouge, mais dans le cas du poêle, il y a une beaucoup plus grande surface de contact entre les gaz brûlés et
les parois, les tuyaux, etc. Ce qui fait que on va avoir une très grande surface chauffée à une température importante et on va avoir une émission importante en termes de surface dans le domaine des infrarouges. Ce qui fait que, alors ça c'est vraiment la sensation qu'on a lorsqu'on approche la main d'un poêle. On va avoir tout de suite une sensation de chaleur qui est due essentiellement au transfert radiatif. Alors les domaines d'application dans lesquels on a besoin de modéliser le transfert radiatif, la première chose qui vient en tête, c'est le climat. Parce que au niveau d'une planète, tous les apports d'énergie et toutes les pertes se font sous forme d'énergie radiative. Les apports, c'est l'énergie solaire qui arrive, et les pertes, c'est tout ce qui est réémis par la planète, mais alors plutôt dans le domaine des infrarouges, du moins ce qui concerne la Terre. La machine climatique, c'est vraiment une grosse machine thermodynamique. Il y a plein de phénomènes qui sont tous en interaction les uns avec les autres. Et lorsqu'on touche à quelque chose, ça peut avoir des conséquences sur d'autres. Alors, ce qu'essayent de faire les laboratoires de météorologie, comme le laboratoire de météorologie dynamique à Paris, avec qui on est en collaboration, c'est la mise au point de codes de calcul appelés modèles de circulation générale, qui permettent de modéliser l'ensemble de tous les phénomènes qui sont présents dans la machine climatique pour arriver à étudier déjà le climat, et puis pour des applications spécifiques comme en ce moment la réponse du système climatique à une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors comme je le disais sur le slide précédent, la concentration de CO2, alors, mais aussi de vapeur d'eau, va piloter l'opacité de l'atmosphère dans l'infrarouge, et donc augmenter les quantités de CO2 et de vapeur d'eau dans l'atmosphère, va faire que l'atmosphère est moins transparente à ce rayonnement, et donc l'atmosphère va plus chauffer. Si elle chauffe plus, elle va en retour réémettre plus d'énergie, alors vers l'espace, mais aussi vers le sol. Et c'est un cercle vicieux comme ça. Alors je parlerai de Vénus un peu plus loin, qui est un peu le cas extrême. Alors évidemment, on n'utilise pas les modèles de circulation générale que pour la Terre. J'ai quelques images. Ici, une image de Saturne qui a été prise par la sonde Cassini l'année dernière. Alors si, là on voit le pôle Nord, en fait on voit la planète par le pôle Nord. On ne le voit pas très bien sur cette image, mais si on zoome sur le pôle Nord, voilà ce qu'on voit. On a un vortex, un tourbillon gigantesque. Là, juste pour fixer l'ordre de grandeur, on pourrait placer la Terre sur chacun des côtés de l'hexagone qu'on voit. Alors pourquoi est-ce qu'on a un tourbillon hexagonal? Voilà, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas couramment. Au centre, on a ça. On a un tourbillon gigantesque, il fait 2000 km de diamètre. Et tout ça, c'est l'état du système climatique sur Saturne. Et c'est piloté entièrement par les apports d'énergie radiative. Vénus, voilà, comme je disais. Alors, Vénus, c'est une planète un peu plus petite que la Terre. Elle est souvent qualifiée de planète jumelle de la Terre. Et vue de loin, elle a l'air de pas grand-chose. C'est une boule jaune qui est très lumineuse, au point que on l'a longtemps prise pour une étoile. Alors par contre, c'est pas du tout une jumelle de la Terre. On a des pressions au sol de l'ordre de 100 fois la pression atmosphérique sur Terre. On a des températures de l'ordre de 450 degrés au sol. Et puis une couche nuageuse de 30 à 40 km d'épaisseur qui est composée de nuages d'acide sulfurique. Donc c'est pas vraiment le même climat que sur la Terre. On a une super rotation aussi. L'atmosphère tourne beaucoup plus vite que la planète. Voilà, donc on a un effet de serre terrible sur Vénus, à tel point que régulièrement, tous les quelques centaines de millions d'années, la surface entière de la planète fond.
Alors on le sait parce qu'on n'a pas trouvé de cratère d'impact âgé de plus de 300 millions d'années sur Vénus. Voilà, donc là encore, c'est un système climatique particulier. C'est un peu le haut du panier dans le domaine de ce qu'on sait faire en climatologie. Et on arrive avec les modèles de circulation générale à reproduire les principales caractéristiques du climat vénusien, y compris l'effet de serre et la superrotation. Alors dans le domaine des observations spatiales, le rayonnement est également important. Alors là, c'est juste pour illustrer la dimension spectrale. Les deux photos montrent la même chose, la même région de l'espace. C'est dans la nébuleuse d'Orion. Là, c'est une région située, c'est un nuage de gaz situé à peu près 1500 années-lumière de la Terre, qu'on voit. Alors, nuage de gaz moléculaire dense, il faut le mettre en perspective. Dans chaque centimètre cube d'air de cette pièce, on a de l'ordre de grandeur de 2,5 à 3 milliards de molécules d'air. Et dans un nuage moléculaire dense de ce genre, là où naissent les étoiles, on a quelques centaines de particules par centimètre cube. Donc ce n'est pas vraiment les mêmes ordres de grandeur, mais on a quand même l'impression de voir un nuage, un brouillard dense, notamment sur l'image de gauche qui est prise dans le visible par Hubble. Alors si on voit ça, c'est parce que la lumière met 13 années pour aller d'un bout à l'autre de l'image. C'est une image qui couvre 13 années-lumière. L'image de droite a été prise par un autre télescope, VISTA, dans le proche infrarouge, entre 0,88 et 2,5 microns. Et là, on voit pas du tout la même chose. Le nuage de gaz devient transparent, largement transparent, à cette longueur d'onde. Et ce qu'on voit là, ce sont tous les bébés étoiles qui sont en train de se former et qui émettent un rayonnement dans l'infrarouge. Alors voilà pour ça. Et je voulais également parler du domaine de la détection d'exoplanètes. Alors on a actuellement détecté, alors ça dépend des auteurs, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est 800 exoplanètes qui ont été confirmées à l'heure actuelle, avec 300 candidats qui attendent une confirmation encore. Ce chiffre va beaucoup augmenter dans les années à venir. La mission Gaia, qui a été lancée il y a peu, là, a pour mission d'observer 1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Et donc on va certainement avoir beaucoup d'exoplanètes détectées dans les prochaines années. Ici, j'ai montré une image une des rares images qu'on a directement d'une exoplanète. Donc l'exoplanète est... Donc là, on a l'étoile Beta Pictoris qui est au centre, alors qui a été masquée, pour qu'on ne soit pas aveuglé par la lumière émise. Et l'exoplanète est là. C'est donc prise à 2 points sur son orbite, à 7 ans d'intervalle. Donc c'est une exoplanète géante, une géante gazeuse, qui est à peu près à 10 fois la distance Soleil-Terre de son étoile. Alors l'étoile elle-même émet un rayonnement à 8000 degrés, à peu près. Donc c'est vraiment très intense. Et l'atmosphère de la planète va donc réémettre un rayonnement dans l'infrarouge qui est ici, qui a pu être directement photographié. Donc on a vraiment très peu d'exemples comme ça d'exoplanètes qu'on a réussi à photographier, même dans l'infrarouge. Mais on commence à pouvoir le faire avec la détection, avec la précision des instruments qui devient de plus en plus grande. Voilà, et enfin, un domaine qui sera plus propre à l'école des mines, les procédés de combustion. Là, c'est une chambre de combustion de type hélicoptère qu'on voit. Donc on a un gaz en écoulement turbulent avec une combustion. Donc on a plein de phénomènes couplés encore.
Et évidemment, comme à chaque fois qu'on a quelque chose qui produit de la chaleur, on va avoir du rayonnement. Donc, pour pouvoir calculer les écoulements, on a besoin de pouvoir modéliser le rayonnement, encore une fois. Alors, c'est là qu'on rentre dans la partie un peu plus technique, celle de la modélisation à proprement parler. Alors, tout à l'heure, je parlais de luminance. Donc, je rappelle la quantité de photons qui passent en un point donné à chaque instant dans une direction donnée et pour une longueur d'onde donnée. Donc, la distribution en fait de photons dans le milieu. C'est vraiment la grandeur de base du rayonnement. Et ce qu'on a envie de faire, c'est d'étudier la variation de cette grandeur sur une ligne de visée, par exemple. On voit là sur le laser qu'entre le point d'émission et le bout, là, on n'a pas la même intensité lumineuse. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu une évolution du nombre de photons présents en chaque endroit. Alors donc on a envie d'écrire un bilan sur la luminance. Et quand on fait ce bilan, voilà ce qu'on obtient. Donc j'avais dit pas d'équation, mais ça c'est pas vraiment une équation. C'est un bilan. Voilà, alors je vais juste expliquer les différents termes. Donc ici on a la variation de luminance en un point donné. Ce premier terme, c'est la disparition d'énergie par absorption. On a ce terme de disparition, donc je l'ai illustré ici donc par cette image qui représente le Soleil, mais vu au travers d'un filtre. Donc pour éviter de griller les instruments, on place un filtre juste pour atténuer le nombre de photons qui atteignent les détecteurs. Donc ce terme de disparition est proportionnel à la luminance. D'accord ? Donc la variation de luminance est proportionnelle à la luminance. Et le coefficient de proportionnalité, c'est un coefficient qu'on appelle coefficient d'absorption. Donc toujours pareil, défini pour les propriétés locales du milieu. Le terme suivant, c'est le terme d'émission. Alors on retrouve le coefficient Ka ici, qui réapparaît, mais cette fois-ci dans l'émission. Alors l'émission, par exemple, l'émission d'une lampe, d'un filament de tungstène. Alors ce genre de filament émet beaucoup dans l'infrarouge et un peu dans le visible, mais peu importe. Ce que je voulais illustrer, c'était le phénomène d'émission, qui est proportionnel, enfin non, d'ailleurs pas proportionnel, qui dépend de la température. Ce que j'ai voulu représenter là, au travers de ce qu'on appelle la courbe de Planck, représentée à différentes températures, et pour chaque longueur d'onde, bien sûr. Donc, en gros, l'idée, c'est que plus le corps est chaud, plus il va émettre de lumière décalée dans le visible, et jusqu'à atteindre, par exemple, les niveaux d'émission du Soleil. Bon, pour ça, il faut une température de 5500 degrés Celsius. Et il existe, bien entendu, des étoiles qui sont encore plus chaudes et qui vont émettre au maximum dans l'ultraviolet, et puis après, ça peut se décaler éventuellement encore dans les plus hautes énergies. Alors, ce qu'on retrouve dans ce terme d'émission, là, c'est la courbe de Planck. Hein. C'est cela. Le terme suivant, c'est le terme de disparition, il y a un moins, par diffusion. Donc là, l'idée, c'est que les photons, quand ils arrivent au passage de molécules, à proximité de molécules ou d'atomes, ils vont être déviés par interaction électromagnétique avec la matière. Donc là, on voit le Soleil, ou plutôt on ne le voit pas, au travers d'un nuage. Alors les nuages sur Terre sont composés d'eau. L'eau est plutôt bien transparente dans la lumière visible, et pourtant on ne voit pas le Soleil au travers du nuage. C'est parce que le nuage a diffusé toute la lumière, et il n'y a plus rien qui arrive dans la direction d'observation. Et enfin, le dernier terme, c'est un terme d'apport par diffusion. Donc,
Là, si vous regardez des montagnes, par exemple, non. Là. Donc, au premier plan, vous avez de la végétation que vous voyez bien verte, et puis au fur et à mesure qu'on regarde des objets de plus en plus lointains, on les voit de plus en plus bleutés. Donc ça, vous pouvez faire l'expérience à chaque fois que vous allez en montagne. Ce qui se passe là, c'est que, tout bêtement, en regardant des objets de plus en plus lointains, la distance entre notre œil et l'objet augmente, et donc le trajet optique augmentant, on va avoir une plus grande probabilité pour que des photons se glissent dans la ligne de visée et arrivent jusqu'à notre œil, en provenance d'ailleurs. Et comme sur Terre, les molécules d'air vont diffuser essentiellement le bleu, qui est la longueur d'onde la plus énergétique du spectre que l'on peut voir, et bien c'est le bleu qui va être diffusé en priorité. Donc ça explique la couleur bleue du ciel et ça explique les montagnes bleues. Alors voilà, enfin, la chaîne de modélisation complète qu'on utilise classiquement. Si on veut faire des calculs de transfert radiatif, c'est-à-dire utiliser l'équation précédente, on l'utilise là, dans les méthodes de résolution du transfert. Alors en fonction des applications, on peut avoir envie de prendre en compte ou pas, par exemple, la diffusion. Dans les applications de combustion, souvent on va négliger la diffusion, mais pas systématiquement. Lorsqu'il y a des suies, il va falloir prendre en compte la diffusion. Pour les applications atmosphériques, tout dépend des longueurs d'onde où on va se placer. Il y a des longueurs d'onde où on peut négliger la diffusion, d'autres pas. Donc si je reprends juste le transformant précédent, tous les coefficients optiques, là, coefficients d'absorption, de diffusion et la fonction de phase de diffusion, ils vont être essentiels pour notre calcul. Ces coefficients, on a besoin de les calculer parce que, alors par exemple pour le gaz, on va avoir ce genre de courbe, c'est ce que j'essayais de montrer dans les premiers transparents pour l'émission du Soleil. On a des spectres d'émission du gaz comme ça qui dépendent de tout, des concentrations des espèces, de la température, de la pression. Et donc, comme on ne peut pas faire la mesure de ces spectres pour chaque mélange existant, enfin imaginable, pour chaque température et pour chaque pression, on a besoin de calculer ces spectres. Pour ça, on a besoin de connaître les caractéristiques de chaque transition énergétique au sein de la matière qu'on va étudier. Et donc, on se sert de bases de données spectroscopiques de ce genre qui comportent les paramètres permettant de modéliser chaque transition. Alors, ça fait des volumes de données importants. Pour donner un ordre de grandeur, la toute dernière base à haute température pour le CO2, donc pour juste une molécule, comporte 626 millions de transitions. Donc 626 millions de lignes comme ça. Et pour calculer le coefficient d'absorption à une fréquence ou une longueur d'onde, on a besoin des informations sur toutes les transitions énergétiques. Et comme on a besoin de calculer ce coefficient d'absorption de façon précise à haute résolution spectrale sur tout l'infrarouge, ça fait vraiment de très très gros volumes de données à manipuler et de très grands temps de calcul. Donc ça requiert des puissances de calcul très importantes. Mais le gaz, c'est pas tout. Et il y a aussi, par exemple, dans les atmosphères des nuages. Donc il faut pouvoir calculer les coefficients d'absorption et de diffusion, ainsi que la fonction de phase des nuages. Donc pour ça, on a besoin de toutes les propriétés microphysiques de ce nuage, les tailles des gouttes, leur composition, les indices de réfraction, et d'une méthode de résolution des équations de l'électromagnétique, pour arriver à remonter à ces paramètres. Bon, et enfin, il y a des données supplémentaires qui vont se rajouter suivant l'application. Mais en gros, cette chaîne de modélisation est applicable quel que soit le domaine. Donc, que ce soit pour modéliser le rayonnement dans une chambre de combustion d'hélicoptère, comme je montrais, ou pour une planète, on va mettre en œuvre le même genre d'outils, les mêmes outils, et puis le même type de chaîne méthodologique de ce genre. Alors enfin,
je vais parler de la mise en œuvre de cette chaîne sur des cas d'application que j'ai pu aborder. Et là, donc, il s'agit de l'allumage d'une chambre de combustion à 5 injecteurs. Donc ça, c'est le résultat d'une modélisation informatique, hein, ce n'est pas une mesure. Alors là, le but était effectivement de pouvoir faire la manip en parallèle de la simulation numérique. Donc le but est de pouvoir étudier voilà, l'allumage du premier injecteur et puis la propagation de la flamme. Donc c'est un calcul qui a été effectué au CERFAX à Toulouse. L'objectif est ensuite de disposer d'une chaîne de modélisation pour pouvoir, qui colle à la réalité, dans un cas bien spécifique, et ensuite de pouvoir faire varier les paramètres de la simulation, donc par exemple le nombre d'injecteurs ou la distance qui les sépare, pour pouvoir étudier le temps d'allumage global de la chambre en fonction de ces paramètres. Et puis, alors on peut rajouter par exemple la vitesse d'écoulement des gaz en sortie d'injecteur, etc. En ce qui concerne les planètes, voilà donc une représentation de la Terre en 3D à partir des données de sortie d'un modèle de circulation générale. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Paris qui font tourner leur modèle. Et moi, j'ai juste pris l'état de sortie à un instant donné pour représenter la Terre. Donc on voit les continents, les océans, la calotte glaciaire, les nuages qui sont représentés en blanc. Alors ils sont en 3D, hein, ça ne se voit pas forcément, même si j'ai essayé d'augmenter l'échelle verticale. Mais voilà, on a la physique tridimensionnelle. Alors c'est pas un modèle de météo, on a des mailles assez larges, d'accord. Pour un modèle chez Météo France par exemple, on ferait des mailles beaucoup plus fines. Mais l'objectif n'est pas d'étudier la météorologie, mais de modéliser le climat à l'échelle de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Voilà. Et l'application à laquelle je me suis intéressé est la suivante. J'ai pris les résultats de calcul du GCM terrestre pour plusieurs points sur l'orbite terrestre. Et donc je calcule le rayonnement émis. Alors là, c'est dans le visible. C'est un résultat dans le visible. L'idée, c'est de pouvoir, une nouvelle fois, disposer de ce modèle numérique, informatique, pour pouvoir faire varier à loisir l'angle d'observation du système, le temps initial auquel on regarde les choses. Et puis, si on sait faire ça dans le visible, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire dans l'infrarouge. Donc là, j'ai représenté l'image obtenue à 9,6 microns dans la bande d'émission du CO2. Donc voilà, à chaque longueur d'onde, l'idée c'est qu'on va avoir une image différente. Et l'idée c'est d'aller, à partir de ça, vers les exoplanètes. Alors le lien n'est pas immédiat. La chaîne de modélisation permet de calculer le rayonnement perçu par un observateur qui serait à l'infini, en observant la Terre. Le signal reçu ne veut pas dire grand-chose, on va avoir une courbe, mais il faut encore pouvoir le relier aux éléments du climat qui est réellement présent sur la planète qu'on regarde. Et dans le cas de la Terre, on connaît exactement le climat, donc on peut faire exactement le parallèle entre les courbes de lumière obtenues à distance infinie et le climat réel qu'il y a sur Terre. Et donc l'idée c'est de pouvoir ensuite identifier des éléments du climat sur des planètes lointaines où on ne peut pas faire de mesures directes évidemment, on a juste la lumière émise par la planète. Donc là j'ai représenté donc
en application d'exoplanètes. On a simulé une exoplanète fictive autour d'une étoile qui, elle, existe bien, donc on a son spectre d'émission très précis. Et là, on a simulé une planète qui est en rotation synchrone avec son étoile, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à son étoile. Donc ici, c'est les zones blanches. Hein, la zone blanche représente la face éclairée, la zone noire, c'est la face dans la nuit. Donc ça, c'est pour le visible, juste pour visualiser. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le signal dans l'infrarouge, parce que c'est ce qu'on va observer. Mais disposant d'un modèle numérique, on peut faire varier, encore une fois, tous les paramètres du modèle. Alors, à la fois l'inclinaison du système, parce que, évidemment, on ne choisit pas l'inclinaison d'un système planétaire qu'on va regarder en réalité, mais par contre, il faut être capable d'interpréter les résultats, quelle que soit justement l'inclinaison sur laquelle on le regarde. Donc on peut faire varier l'inclinaison. Et puis, ici, j'ai choisi de faire varier la pression au sol, c'est-à-dire la masse totale d'atmosphère. Alors ici, c'est un résultat à 0,1 bar, donc un dixième de la pression atmosphérique sur Terre. On voit qu'on a une zone, une face de la planète qui est perpétuellement chaude. Elle est donc en rouge. Est-ce que là. Et puis une zone, la face sombre qui est plus froide. On a quand même une toute petite recirculation atmosphérique qui ramène de l'énergie du côté froid. Alors ensuite, j'ai augmenté la pression, je l'ai amené à 1 bar, donc la pression atmosphérique. Et là, on voit qu'on a toujours une face chaude et une face froide, mais enfin, sur la face froide, on a quand même une émission d'énergie dans l'infrarouge. C'est-à-dire que la circulation atmosphérique, qui est simulée en 3D hein, par le modèle de climat du LMD. Donc cette circulation atmosphérique, les vents, vont ramener de l'énergie sur la face qui est dans la nuit, pour amener à une émission d'énergie de ce côté-là, même si ce côté ne voit jamais l'étoile. Et enfin à 10 bars, voilà. Donc là, on a toujours une face chaude et une face froide, mais ce qu'on observe, c'est que plus on augmente la pression au sol, enfin, la quantité d'atmosphère totale, et plus on va avoir de recirculation, et on va avoir une émission de plus en plus importante du côté froid. Alors voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour déjà d'être venu, et puis pour votre attention. Voilà, donc si maintenant vous avez des questions, eh ben, je vais pouvoir tenter d'y répondre. Sur ton dernier exemple, là, à partir de combien de pixels différents pour la même exoplanète, tu pourrais commencer à avoir ne serait-ce qu'une idée de la pression et tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à voir plus d'un pixel. Oui. Actuellement, oui. Les détecteurs sont aussi sensibles qu'ils soient. Effectivement, une planète sur les détecteurs actuels n'est jamais perçue qu'au travers de quelques pixels, donc ça ne suffit pas encore. On va vers des instruments quand même de plus en plus précis. Alors, j'ai aucune idée, pour répondre à ta question, sur le nombre de pixels précis qu'il faudrait pour résoudre une planète exactement. Ce que je sais, c'est qu'on sait le faire actuellement pour les géantes gazeuses, donc à partir de taille similaire à celle de Jupiter. Après, on sait détecter des planètes plus petites, mais simplement les détecter, savoir qu'elles sont là. Mais les observer, pas encore à ma connaissance.
et encore moins les imager directement dans le visible. C'est encore inabordable. Mais bon, voilà, il y a plein de communautés qui y travaillent. Merci pour ta présentation. Là, tu nous mets une belle image du transit de Vénus. Oui, c'était volontaire. C'était pour rappeler peut-être des phénomènes que tu as exposés avant. Ouais. Non, c'est parce que Vénus, c'est un peu particulier. Voilà. Je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur l'atmosphère de Vénus, indépendamment de ce que je fais ici. Et voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur l'atmosphère de Vénus pour faire et refaire les modèles de circulation du LMD. Et récemment, j'ai refait tout le module de transfert radiatif dans le GCM vénusien, parce qu'ils ont voulu étendre le modèle à 150 km, il était à 100 km avant. Et donc ça demandait de refaire tout le module de transfert radiatif, à la fois dans le visible et dans l'infrarouge. Ce qui m'a demandé pas mal de travail. Donc voilà, Vénus, même si on comprend de plus en plus de choses, il y a toujours beaucoup de travail. Et cette image est particulièrement impressionnante parce que on arrive à voir l'émission du Soleil au travers de l'atmosphère de Vénus. Ce qu'on peut faire que dans une situation de transit comme ça, quand la planète passe entre la Terre et le Soleil. Ce qui est arrivé en 2012, 2013, et la prochaine fois ce sera dans 110 ans, si j'ai bien compris. Donc voilà. On avait deux occasions là de faire des mesures précises, grâce auxquelles on peut valider d'ailleurs les modèles de transfert 3D. J'ai une question aussi. D'abord, c'est très intéressant effectivement de voir comment, je suis là, comment les compétences, la problématique des transferts radiatifs était intéressante à la fois sur des recherches dans des laboratoires, sur des équipements, sur des appareils, des appareillages, des fours, etc. Et puis, du côté astrophysique, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ce sont les recherches en astrophysique qui, quelque part, sont à l'origine d'outils qui sont utilisés aujourd'hui, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est ce qui se fait avec des objectifs de recherche industrielle qui, derrière, développent le savoir que vous utilisez, que vous valorisez dans l'exploration des planètes? Alors, les deux, en fait. Les deux domaines, alors j'ai parlé uniquement de ces domaines parce que j'ai travaillé dans les deux domaines, mais il y en a certainement d'autres qui auraient besoin des mêmes outils. Mais au moins en combustion et en astrophysique, ce sont vraiment les mêmes problématiques. Ce sont les mêmes niveaux de température, les niveaux de pression sont similaires aussi. Disons qu'on a besoin d'aller dans les mêmes plages de paramètres. Ce sont souvent les mêmes molécules. Dans les systèmes de combustion, on a de la vapeur d'eau et du CO2 qui sont générés. Et dans les atmosphères d'exoplanètes, on observe essentiellement de H2O et CO2, pareil. Donc, c'est vraiment des configurations souvent très semblables. Et donc, effectivement, les mêmes outils permettent de répondre aux deux problématiques. Alors, qui a permis de développer quoi, c'est plus difficile. Mais en gros, le besoin est commun. Alors évidemment, dans chaque cas, les dimensions spatiales ne sont pas les mêmes. Il y a des données supplémentaires à rajouter dans chacun des deux cas qui sont spécifiques à l'application. Et puis même le modèle en lui-même de transfert radiatif peut changer. Comme je montrais sur l'équation de transfert radiatif, on peut négliger la diffusion dans certains cas, ce qui diminue beaucoup la complexité du modèle numérique sous-jacent.
Mais voilà, donc à l'heure actuelle, on dispose de premières chaînes de modélisation complètes. Est-ce qu'il y a des colloques qui rassemblent les deux populations scientifiques? Non. Ça, je crois pas. C'est oui, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que j'ai jamais assisté à une réunion commune aux deux communautés. Oui, il y aurait peut-être... Il faut prendre le micro à cause de l'enregistrement. En fait, c'est séparé. Il y a une revue qui relie les deux communautés. Par exemple, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, on a les deux. Mais après les congrès, on n'est pas vraiment ensemble. On essaye, mais c'est pas évident à organiser, quoi. Oui, alors vous passez beaucoup de temps sur Vénus, et alors moi j'ai pensé à Titan. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'atmosphère de Titan? Titan, oui. Oui. J'ai été financé pendant un moment pour travailler sur l'atmosphère de Titan. Donc, bon, alors c'est vrai que c'est pas le même genre d'atmosphère. On a essentiellement des hydrocarbures à basse température. Et une atmosphère beaucoup plus, avec une pression beaucoup plus faible au sol que sur Terre. Mais c'est vrai que, alors par contre, je sais qu'il y a un modèle de circulation générale qui tourne au LMD sur l'atmosphère de Titan, mais j'ai pas vu de publication récente sur les résultats de ce modèle. Donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais bon. C'est vrai que l'atmosphère de Titan est très surveillée. Il y a plusieurs sondes qui tournent autour de Titan. Mais bon, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête exactement, une information spécifique, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on travaille aussi, oui, sur Titan. Oui. Bonsoir. Apparemment, vous connaissez beaucoup l'atmosphère de Vénus. Donc on sait que Vénus est une planète qui est plus chaude que Mercure alors qu'elle est plus éloignée du Soleil. Est-ce que vous pensez qu'un scénario comme sur Vénus est possible sur Terre, c'est-à-dire à cause d'un effet de serre dû à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les émissions de CO2 peut se reproduire sur Terre? Alors, si la question c'est est-ce que le changement climatique provoqué par l'homme peut conduire à une telle situation? Je ne pense pas. On est quand même au bord de la zone habitable, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que la Terre est juste au bord, à la limite de ne plus pouvoir supporter la vie. Donc il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il y ait un effet de rétroaction positif, c'est-à-dire un emballement. L'idée, ce serait que, en augmentant trop les niveaux de CO2 dans l'atmosphère, on aille augmenter significativement la quantité de vapeur d'eau. Parce qu'il faut quand même savoir que le CO2, on parle toujours du CO2 qu'on stigmatise comme étant un gaz à effet de serre majeur, c'est vrai, mais l'eau a un effet beaucoup plus important sur l'effet de serre. C'est un bien meilleur absorbant à toutes les fréquences que le CO2. Et d'autant plus que le CO2, apparemment l'absorption dans les bandes du CO2 est à peu près saturée, donc on ne pourra pas l'augmenter beaucoup plus. Par contre, dans la vapeur d'eau, il reste de la marge de manœuvre. Donc l'idée, ce serait qu'en augmentant trop la quantité de CO2, on augmente la quantité de vapeur d'eau en retour, qui va elle-même augmenter, faire des températures plus importantes, et donc augmenter l'évaporation, et donc un cycle vicieux comme ça qui pourrait conduire à avoir des températures de plus en plus importantes. Alors maintenant, une situation comme celle de Vénus, c'est quand même un peu extrême. Ce qui peut se passer par contre, c'est que et c'est bien connu, dans quelques 500 millions d'années à 1 milliard d'années, le Soleil va devenir beaucoup plus chaud. Et donc là, par contre, ça se produira. On aura un effet de serre
beaucoup plus important qui va vaporiser les océans et puis détruire toute l'eau. Donc la Terre va se retrouver, on pense, comme Mars, bientôt, c'est-à-dire sans atmosphère, sans eau, dans quelques centaines de millions d'années. Mais un effet de serre fou comme sur Vénus, non, pas nécessairement, je pense pas. Merci. Tu disais limite de vie, c'était limite chaude ou limite froide? Limite chaude. On est à la limite de la zone habitable côté chaud. On est à la limite d'être trop près du Soleil. D'accord. Okay. Voilà, quand le Soleil va devenir un tout petit peu plus chaud, la zone habitable va se déplacer vers l'extérieur du système solaire. Et donc la Terre va passer dans une zone où l'eau, le profil de température va changer. Et donc la vapeur d'eau va pouvoir accéder à la haute altitude, au-dessus de 10 km. Et là, on n'aura plus de protection par l'ozone. Donc les rayons solaires vont arriver à détruire les molécules d'eau. Donc ce qui va se passer, c'est que l'hydrogène va partir dans l'espace, lui. Il va avoir l'hydrogène sur Terre a une vitesse de libération, à une vitesse supérieure à la vitesse de libération, donc il n'est pas retenu par la gravité. Et donc on va perdre l'eau petit à petit comme ça par photolyse. En revanche, ça veut dire que Mars, par exemple, va passer à nouveau dans une zone de vie? Oui, mais Mars est tout à fait dans la zone habitable. Ah bon. C'est juste que les conditions actuelles sur Mars sont pas habitable, mais si les conditions étaient requises, elle serait tout à fait habitable. S'il y avait une atmosphère similaire à celle de la Terre, avec un champ magnétique, elle pourrait abriter la vie. J'avais une autre question, juste sur... J'aime bien voir l'échelle des longueurs d'onde et voir où se situent les ondes radio, les rayons X, tout ça. Et donc on voyait que les ondes de télécommunication et les micro-ondes, c'est les mêmes. Est-ce que ça pose un problème de santé ou public ou est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est exactement les mêmes ou est-ce que c'est la même zone et que, je ne sais pas si tu peux commenter. Bon, alors sur la santé, je ne suis pas du tout un spécialiste. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il y a un danger, c'est certainement pas du fait des niveaux d'énergie d'émission. On voit bien que tout ce qui est émis par les téléphones portables, etc., les fours à micro-ondes, ça se situe là, dans l'infrarouge très très lointain. Donc ça veut dire des énergies de photons très faibles. La lumière visible, qui est là, est beaucoup plus dangereuse de ce point de vue-là. Chaque photon va avoir beaucoup plus d'énergie dans le visible que dans le Wi-Fi ou dans le micro-ondes. Ce rayonnement, Wi-Fi, Bluetooth, etc., micro-ondes, ne va pas détruire notre ADN directement, comme pourrait le faire un rayon gamma ou même l'ultraviolet, qui passe son temps à casser l'ADN. Heureusement, on a de bons systèmes de réparation de l'ADN, mais si on reste exposé trop longtemps, ça peut ne pas suffire. Donc c'est pas le niveau d'énergie en lui-même qui est important, c'est plutôt la dose totale. Comme un micro-ondes, si on envoie 800 watts sur un verre d'eau, il va vite bouillir. Donc on peut éventuellement cuire, mais on ne va pas détruire notre ADN, je dirais. Voilà.
Voilà, donc si un risque sur la santé, c'est plutôt, oui, d'être à proximité des tours d'émission pour le téléphone portable. Ou de garder un téléphone portable au même endroit pendant des heures à émission maximale. Je ne sais pas, voilà, ça dépend des doses d'absorption. Mais voilà, le danger est plutôt thermique que rayonnement ionisant, quoi. Là, je crois que le temps est venu de clôturer cette soirée. Il nous reste à remercier Vincent Aimé, voilà, pour cette présentation très intéressante. J'espère que la nouvelle qu'on a eu beaucoup de chance d'être dans la zone habitable et que d'ici 100 000 années, c'est pas sûr qu'on y soit encore, ne vous gâchera pas le reste de la soirée. Mais voilà, c'est ça. On a été très, très intéressés par effectivement cette... voilà. Puis je dirais l'originalité d'autres interventions qui montrent cet outil commun à des astrophysiciens, à des gens qui interviennent sur de la recherche industrielle. Je crois qu'en soi, c'était astucieux de vous positionner là-dessus et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Voilà, donc encore merci. On espère que finalement votre succession à cet endroit, un autre astrophysicien extrêmement célèbre, vous portera bonheur pour votre carrière et on vous remercie très chaleureusement. Merci. Merci. De